Ça a été très compliqué, hein. J'ai pas vu les premières années de vie de ma petite fille. Comment on peut passer d'être un patron de Centracor à tout quitter pour se lancer dans l'inconnu total? Depuis le début que je fais ce métier-là, je dis je ferai jamais ça. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Beaucoup de choses. J'adore parler de mon histoire parce que c'est l'histoire de beaucoup de mandataires ou d'indépendants en général qui à un moment donné ont décidé de changer de vie et qui sont beaucoup plus heureux maintenant qu'avant. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Pierre David. Pierre David qui est conseiller immobilier au sein du réseau IAD France. Il a un parcours un peu atypique, donc je lui ai proposé une petite interview et on va la travailler ensemble. On va passer la prochaine demi-heure, la prochaine heure ensemble et il va nous raconter un petit peu son parcours de vie et ce qu'il a amené à passer d'une situation très confortable à une situation qu'on verra par la suite. Inconnu, exactement. Exactement. Bon, déjà, merci d'être venu. Merci à toi de m'accueillir, David. Avec plaisir, et ça me fait vraiment plaisir de commencer par toi. Merci. C'est la première des interviews, effectivement. Je voulais que tu puisses te présenter rapidement. D'accord. Petite présentation. Alors, voilà, moi c'est Pierre David. J'ai 45 ans. Je suis breton, même si on n'est pas en Bretagne, je suis breton. Oui. J'ai fait le déplacement pour venir te voir parce que ça me fait super plaisir. Je suis mandataire IAD sur Janzé, donc Janzé c'est le sud de Rennes. J'ai 45 ans, j'ai une petite fille et ça fait 2 ans que je suis conseiller en immobilier. J'ai fait pas mal de choses avant, on va en discuter, hein. Je suppose que tu as des questions à me poser. Hein. Donc voilà, mandataire en immobilier après plus de 15 ans de grande distribution. De grande distribution, justement, on va tourner sur ça. Tu m'as dit que tu étais directeur de Centracor. J'étais directeur du plus grand Centracor de France. Du plus grand Centracor de France. Voilà, je suis très fier d'avoir été directeur de ce magasin. Tu avais combien d'employés? On était, c'était en moyenne, on était, ça oscillait entre 35 et 50. 35-50 employés. Dans les, en direct. En direct. Oui, en direct, ouais, j'imagine. Ouais. Après, direct. Sous-directeur, etc. Là, c'était du direct. En termes de chiffre d'affaires, alors on en a discuté rapidement tout à l'heure, est-ce que tu peux en parler? En termes de chiffre d'affaires, c'est donc le plus grand magasin de France. Voilà, c'était plusieurs millions d'euros. Voilà. Plusieurs millions d'euros. Voilà, ouais. On reste sur une fourchette. On reste voilà, ça se rapprochait plus des 10. Hein, ouais. D'accord. Ouais, un beau chiffre d'affaires. Très beau chiffre d'affaires, ouais. Très beau chiffre d'affaires, une belle entreprise familiale. Et du coup, quand on est directeur du plus gros Centracor de France, je pense que, moi je veux le savoir, mais j'imagine que les gens qui regardent la vidéo aussi, le salaire, ça correspond à quoi, le salaire d'un directeur? Alors, le salaire d'un directeur, c'est... voilà, je souhaite pas forcément le divulguer parce que je sais pas ce que gagnent ceux qui m'ont suivi. Ouais. Hein, mais voilà, on vit très bien. On vit je vivais très confortablement. Ouais. D'accord. Ouais. J'étais... ouais. En tant que directeur en fait, de Centracor, quel était en fait, ton rôle, tes responsabilités? Qu'est-ce que tu faisais dedans? Alors, moi, mon job, c'était de piloter le magasin. Ouais. Hein, donc, en fait, j'étais directeur, donc je faisais tout, quasiment. Hein, ça va des ressources humaines à la logistique, à la gestion de stock, aux achats, au service clientèle, hein, puisque voilà, entreprise familiale, moi j'étais un mec de terrain, hein, donc moi ce qui m'intéressait c'était d'être dans les rayons et puis faire mon boulot de commerçant, directeur présent, pas le directeur dans les bureaux. Ouais, je voyais ça. Hein, tirer de la palette s'il y a besoin de tirer de la palette, mettre des tapes sur l'épaule à mes clients que je connaissais bien. Voilà, c'était ça qui me plaisait. Je sais pas si ça existe encore, ça, tu vois. Je sais pas si ça existe de moins en moins, puisque voilà, il y a quand même des enjeux aujourd'hui et des responsabilités et des objectifs qui font que bon, voilà, je travaillais un petit peu à l'ancienne, moi, quand même. Hein. Du coup, tu imagines que tu faisais beaucoup d'heures. Tu m'en as parlé, tu travaillais beaucoup. On faisait beaucoup d'heures. C'était quoi une journée type pour toi? Alors, la journée type, t'arrives sur le point de vente, t'as déjà préparé ton planning, évidemment, la veille, hein, tu sais ce qu'il y a à faire, t'accueilles tes équipes, t'ouvres le magasin. À quelle heure? Alors, les équipes, elles commençaient à 9h, hein, nous, puisqu'on faisait de la mise en rayon continue, on commençait pas plus tôt. D'accord. Moi, j'arrivais vers 7h30, 8h.
Ça va, je voyais ça. Ouais, non, voilà, on je n'est pas m'attendais dans à la du grande 4-5 heures. distribution alimentaire où D'accord. ils travaillent ou en 24-24. Là, on est groupement Centracor, c'est de l'équipement de la maison, hein, aménagement, décoration. Donc voilà, c'était notre façon de travailler à l'époque. Ouais. Hein, mais la journée type, t'accueilles tes équipes, il y a les camions qui arrivent, t'as tes rendez-vous fournisseurs, t'as tes emmerdes à gérer, hein, puisque voilà, une journée type, il y a quand même un bon 40% d'imprévu. Hein, t'as beau avoir prévu ta journée, mais bon, il y a toujours un truc qui tombe. Ouais, j'imagine que ça change pas maintenant. Voilà. Ah non, ça change pas maintenant. Non, ça change pas maintenant du tout. Hein. Et donc, voilà, des journées type de 7h, de 7h à 8h. Ok. En opérationnel. Oui. Après, ça continue à travailler quand même. Hein. On s'arrête vraiment jamais. On s'arrête jamais. Et justement, c'est ma prochaine question. Comment tu faisais pour allier ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Je sais que quand on a un poste à responsabilité, c'est parfois compliqué. Ouais, est-ce que c'était le cas? C'était très compliqué. Tu vis entreprise 24-24. Hein, donc, quand tu y es, t'y es, mais quand tu y es pas, t'y es encore. Aussi, ouais. Donc, ouais, ça a été très compliqué. Hein. J'ai pas vu, voilà, les premières années de vie de ma petite fille. Voilà, heureusement que sa maman était là, parce que moi, j'étais pas là. Ouais. Et quand j'étais là, j'étais quand même pas là. Absent. J'étais absent. Et voilà, ça joue dans la balance du choix de ma nouvelle vie aussi. J'imagine, c'est une des questions qui arrivera après. Oui. J'avais une question, est-ce que tu étais épanoui dans ton métier? Est-ce que ça te plaisait au final? J'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. T'as adoré? Ouais. J'ai adoré mon job. C'était... ouais, comme dit chez nous, ça me menait, quoi. Hein. Ouais. C'était... j'ai adoré ce que j'ai fait. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Le challenge, les responsabilités, le côté humain aussi, hein, voilà, parce on avait du personnel, on avait des clients. Franchement, ouais, j'ai pris mon pied à faire ce boulot-là pendant longtemps. T'as pris beaucoup de plaisir. Ouais. Et du coup, si tu prenais du plaisir, que tu étais bien payé, on l'a compris, peut-être ta vie personnelle, c'était un petit peu compliqué, mais qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait changer de vie et ce qui va intéresser les gens, j'imagine, c'est comment on peut passer, effectivement, comme on le disait, d'être un patron de Centracor, un magasin qui génère des millions d'euros, donc voilà, tu te plaisais, tu étais passionné par ce que tu faisais, à tout quitter pour se lancer dans l'inconnu total, qui est l'immobilier, et qui plus est, qui est IAD, en fait. Quel a été le déclic? En fait, j'ai fait ce métier-là pendant 12 ans. Pendant 12 années. Hein, pendant 12 années, j'étais directeur du Centracor de Janzé. Et à un moment donné, et puis ça s'est fait sur un laps de temps quand même assez long, j'ai commencé à m'ennuyer. Et puis quand tu t'ennuies, t'es moins motivé. Et quand t'es moins motivé, t'as plus la niaque. Et quand t'as plus la niaque, c'est difficile de motiver des équipes. Petit à petit. Hein, donc voilà, en fait, je me faisais à la fin, je me faisais chier. Simplement. Je me faisais chier. Ah ouais, et moi, je suis pas capable de passer une carrière à me faire chier. À se faire chier, bien sûr. Pas du tout. Non, c'est pas dans mon tempérament. Ouais. Hein, donc j'ai adoré ce que j'ai fait, mais bon, voilà. Je me sentais moins moteur à la fin. D'accord, donc il fallait que... Un nouveau challenge. Il fallait que je parte. Un nouveau challenge. Voilà, et que je fasse autre chose. Et ça va être la suite. Du coup, l'idée, c'est de savoir comment tu as fait pour gérer la transition d'un passage en tant que directeur avec une situation très stable à une situation de mandataire qui ne l'est pas du tout, finalement. La transition, déjà, c'est pas faite du jour au lendemain. Hein, donc ça a été réfléchi. L'idée de changer de job et de repartir à zéro, entre guillemets, pas à zéro, hein, puisque voilà, j'avais quand même un confort de vie. Oui, hein, mais, tu l'avais préparé le départ, quoi. Voilà, le départ, je l'avais préparé. Ma nouvelle activité, je l'avais préparée aussi. En fait, moi, je suis pas une tête brûlée, hein, donc je vais pas me mettre dans le mur. Je me suis mis en sécurité financière, hein, pour me laisser le temps de lancer ma nouvelle activité et de pouvoir avoir des revenus récurrents et fixes déjà. Hein. Donc je me suis mis en sécurité, à travers de l'épargne que j'avais, peut-être revoir les besoins à la baisse à un certain moment, hein, le temps d'acquérir une stabilité financière.
C'est important parce que je vois beaucoup de monde qui veut se lancer en tant que... Alors, agent immobilier, ça ils ont fait un fixe, partie des en tant que problématiques. mandataire. Voilà, Se lancer rapidement du jour au lendemain et Non. sans forcément préparer, alors Non. que pour y être, je sais que voilà, il faut La bien base le de- préparer, il faut avoir de l'argent de côté parce Eh que oui. ça prend du temps de Ouais. faire sa première vente, Bah, d'attendre bien sûr. que ça passe chez le notaire, Eh etc. oui, ouais. S'il n'y a pas d'aléa déjà, en plus. ça prend du temps. Donc voilà, toi, tu as sécurisé ce côté-là. Moi, j'ai sécurisé au maximum. J'ai Ouais. sécurisé au maximum pour me permettre de réussir. Oui. Parce que voilà, il y en a qui arrivent dans des situations plus compliquées que la mienne, évidemment, et heureusement. Mais voilà, moi, j'allais vers l'inconnu, vers un métier qui n'était pas le mien. Oui. Donc, je connaissais C'est les délais des premières rémunérations, mais les délais moyens. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'être dans les clous. Est-ce que tu Pour connaissais pouvoir un y peu arriver. l'immobilier Ouais. avant? Ouais. Ouais. Tu connaissais un peu? Ouais, l'immobilier, j'en faisais à titre perso, D'accord. déjà, avant d'en faire mon métier. Donc, à titre perso, ça veut dire que je prenais déjà du plaisir à le faire. Oui. Et assez naturellement, voilà, pendant ma transition, je me suis fait aider dans cette transition. Oui. Je D'ailleurs, me- par ton parrain. Je me suis fait aider, évidemment, par l'accompagnement de mon parrain, Oui. Nicolas Giraud. Qu'on salue. Qu'on salue. Salut, Nicolas. Alors, la transition, déjà, il y a eu la prise de décision. Oui. Après, il y a eu la période de transition, voilà, la période administrative, etc. La période de De formation. formation, oui. Et puis après, il y a eu les débuts. Et la période de formation, tu la faisais pendant que tu travaillais, en même temps? Non, je la faisais après. Donc, t'as arrêté de travailler? D'accord. D'accord. J'ai arrêté, j'ai réfléchi, j'ai étudié mon projet. Ok, donc tu as dû te mettre à l'aise financièrement pour pouvoir tout préparer. Voilà, exactement. Parce que je sais que, d'ailleurs, moi j'avais fait comme ça, je travaillais, je faisais ça le soir en plus en formation. Exactement, mais moi moi je travaillais pas. D'accord. Donc j'ai travaillé, j'ai arrêté de travailler. Et après, je me suis pris quelques mois. D'accord. J'ai pas arrêté de travailler quelques mois. Oui, j'imagine, oui. J'ai bossé. J'imagine. J'ai bossé, mais voilà, j'ai fait en sorte de tout poser Ouais. pour que ça se passe bien. Ok. Et donc, je me suis fait accompagner, oui, parce que quand j'ai arrêté mon job, voilà, j'avais pas pris la décision encore d'aller faire de l'IMO. D'accord. J'ai arrêté mon job parce que ça me plaisait plus. Donc, en fait, quand j'ai arrêté mon job, je ne savais pas vraiment où je voulais aller. D'accord. Mais ça me plaisait plus, donc il fallait que j'arrête et il fallait que je me pose, trouves une que autre je voie. me mette en pause pour réfléchir. D'accord, ok. J'étais pas capable de réfléchir en même temps. Ouais, t'avais besoin de Donc, stopper j'étais dans pour mon comprendre. job. D'accord, ok. Je sais pas faire les deux en même temps. D'accord. Ouais, quand t'es dans un C'est truc, t'es pas à de fond, qualité, quoi. mais moi je T'es sais à fond. pas. Quand t'es dans la grande district. Non, mais c'est bien, dedans. ouais. Donc je me suis fait accompagner. J'ai fait un bilan de compétences. Et je le conseille à tout le monde de faire un bilan de compétences. Ok. C'est vachement bien. Ça permet de poser les choses. Alors j'en ai fait un et j'ai pas un souvenir. T'en as pas un bon souvenir? Alors j'ai pas un gros souvenir, c'est que ça devait pas être foufou. Mais bon, c'était difficile. Moi ça m'a vachement aidé et très rapidement ça m'a dirigé vers l'IMO, quoi. D'accord. Ah ouais, quasiment immédiatement. Mais effectivement, tu me posais la question de savoir si j'avais pas déjà ça en tête Ouais. et si le bilan ça t'avait était pas guidé faussé. un peu, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah oui, peut-être que oui, en fait. Peut-être que oui. D'accord. En tout cas, ça a conforté mon idée. Oui, voilà, au moins ça t'a permis de te lancer en étant plus serein. Du coup, maintenant, ça fait 2 ans que t'es chez IAD. Ça fait 2 ans que je suis chez IAD, ouais. Et qu'est-ce qui a changé pour toi? Pour moi, Oui. beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a changé pour moi aujourd'hui? Le mot qui me vient tout de suite à l'esprit concernant ma nouvelle vie, c'est la liberté. Ouais, liberté de temps. De temps, d'opinion, d'action, de décision. C'est vrai qu'on a cette liberté, on met tout le temps en avant cette liberté. De toute façon, c'est un mot qui revient dans la bouche de beaucoup de mandataires immobiliers, Oui. beaucoup d'indépendants en On vient général. chercher cette liberté. Mais on vient chercher cette liberté-là. Ouais, je l'ai aujourd'hui. Mais est-ce que maintenant, alors on le verra sûrement après, mais est-ce que le côté financier aussi, t'en es satisfait après 2 ans? Ouais, tout à fait. Bon. Tout à fait, sans problème. À refaire, tu le referais? Ah oui. Ouais, je le referai. Je le referai parce que aujourd'hui, en fait, ma vie d'avant, c'était
Boulot, 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 un peu de perso. Aujourd'hui, je ne cloisonne plus ma vie pro et ma vie perso. C'est un choix. Moi, je vis en fait. C'est-à-dire que je vais tout mélanger. Je vais faire du pro quand j'ai envie de faire du pro. Ça peut être le dimanche, ça peut être le soir, ça peut être la nuit. Oui, voilà. tu travailles quand tu veux. Je travaille quand je veux. Et mon perso, c'est pareil. Donc, en fait, il y a des gens qui cloisonnent. Ils disent, bon, ben voilà, ça, c'est mes moments pro. Ça, c'est mes moments perso. Pas moi. Et c'est ce que je pense... quasiment toutes les personnes qui sont mandataires, qui se lancent, recherchent ça, en fait. Recherchent cet équilibre qu'ils n'ont pas forcément. C'est hyper confortable et c'est hyper satisfaisant. C'est ce que j'ai recherché aussi, hein. Concrètement, ce que j'ai cherché, et de pouvoir passer, dire, tiens, mon fils, il y a une sortie scolaire, je vais la faire avec plaisir, je serai présent, alors qu'à l'époque, il faut poser un congé, ou c'est compliqué, t'es directeur centre-accord, pas forcément évident de devoir partir, laisser les équipes, voire impossible. Tout à fait. Je pense qu'avant l'aspect financier, c'est potentiellement ce que recherche beaucoup de monde. Ouais. Cet équilibre. Aujourd'hui, et je pense que même beaucoup de monde, en général, dans divers métiers, salariés ou fonctionnaires, ce qu'on veut, recherche cet équilibre qui est compliqué. Ouais, et cette liberté de ne pas avoir de contraintes horaires, en fait. Hein. Oui. Alors, tu travailles... Ah non, mais moi, je travaille tout le temps. Voilà, c'est ce qu'on dit. Hein. Je travaille tout le temps, mais c'est lundi tous les jours. Mais je vis tout le temps. Mais c'est dimanche tous les jours. Moi, j'avais cette expression où on me demandait, mais tu travailles? Je dis, mais c'est lundi tous les jours pour moi, et c'est dimanche tous les jours. Mais oui, parce que j'ai pas de jour où je travaille pas. C'est ça. Parce que c'est un plaisir. Bon, après, si, pendant les vacances, évidemment. Oui, il faut prendre des jours off, certes. Et encore, tu arrives à prendre des jours off? Ouais. J'y arrive de mieux en mieux. J'ai encore du travail. Ouais, j'y arrive de mieux en mieux. Du coup, on parlait de cette liberté, on parlait des mandataires. Un des premiers réseaux qui ressort souvent, c'est IAD. Ouais. Pourquoi avoir choisi IAD plutôt qu'un autre? Alors moi, j'ai choisi IAD parce que c'est un IADien qui a vendu ma maison. D'accord. C'est Est-ce que ce serait mon pas parrain, Nicolas Giraud, qui a vendu ma maison. Il est bon, ce Nicolas. Il est très bon, Nicolas, très pro. Donc c'est Nicolas qui a vendu ma maison, et avec Nicolas, on a sympathisé. Moi, j'étais en pleine période de réflexion, de transition, avec déjà un intérêt certain pour l'immobilier, donc j'étais lui poser les questions. J'ai bien aimé comment il a appréhendé la vente de ma maison, comment il a géré le truc. D'accord. Et on a beaucoup discuté, et pour moi, ça a été le déclic. D'accord. Mais alors, peut-être plus que le réseau, ça a été l'humain qui est passé prioritaire. Ouais, ça a été déjà l'humain. Puis il aurait pu être sur Piche, les Ouais, tout à fait. Ça aurait pu être un autre réseau. D'accord. Mais quand il m'a expliqué le fonctionnement d'IAD, je me suis quand même vraiment reconnu. Ouais. D'accord. Ouais, IAD vraiment fait la différence. Si IAD a fait la différence, est-ce que tu peux nous expliquer justement son fonctionnement? Alors, je ne demande pas que tu décrives par rapport à tous les autres, il n'y a pas d'intérêt, mais le fonctionnement spécifique d'IAD. Déjà, pourquoi IAD? Pourquoi IAD et dans quoi je me suis reconnu chez IAD? IAD, déjà, je connaissais. Parce qu'il y a quand même une notoriété. Oui, c'est connu. Notoriété, leadership, c'est les premiers. Ouais. Et moi, je voulais travailler avec les meilleurs. Je m'entoure et j'essaye dans ma vie de m'entourer avec des gens qui sont meilleurs que moi. Après, il y a plein d'agences qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis des années et qui ont aussi une certaine notoriété. Et tout à fait. Mais bon, IAD, moi, m'a apporté autre chose. L'aspect digital. Oui. L'international. Peut-être un peu plus novateur sur certains points. Oui. Voilà, des outils de travail ultra performants. De la formation. Oui. L'aspect ultra humain du groupement IAD. Ça m'a vraiment touché. C'est hyper important. D'accord. L'humain, le partage. Donc c'est ces petites choses-là qui, dès le début, ont fait la différence. Après, IAD, c'est sa spécificité, c'est un marketing de réseau en immobilier. Ouais. Est-ce que cet aspect marketing de réseau, tu l'avais apprivoisé dès le départ? Non. Est-ce que tu avais vu un petit peu ce que c'était? Alors, ou pas du tout? Oui et non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de produire. De produire, c'est-à-dire dans notre jargon, de vendre des maisons. De vendre des maisons. Mais évidemment, dès le début, le marketing de réseau, le MLM, ça m'a intéressé parce que ça apportait un côté managérial, si tu veux, d'accompagnement. Ouais. T'as pas eu d'appréhension? Au début? Ouais. C'est pyramidal. C'est pyramidal, votre truc.
Non, c'est pas pyramidal. C'est quelque chose qui revient souvent, malheureusement, quand on ouais, attend un MLM en France. C'est pas pyramidal, parce que le pyramidal, t'as rien à vendre. Ah, là, nous, on vend un service. Mais le MLM est souvent décrié en France. Moi, je suis passionné d'MLM, mais malheureusement, c'est souvent décrié. Et puis, quand on parle d'MLM, très souvent, on a cette image, on nous revient en disant, mais c'est pyramidal sans savoir du tout de quoi on parle. C'est pyramidal ton truc. C'est pyramidal ton truc. Alors bon, là, effectivement, il y a un produit concrètement, il y a d'immobilier, mais t'as pas eu cette appréhension-là. Non. Bon. Non, je l'ai pas eu, mais c'est ce qu'a fait. C'est ce qui a fait pencher la balance aussi, puisque de la production, tout le monde en propose. Un vrai MLM, tout le monde ne le propose pas. Enfin, pas tous les groupements de mandataires. Ouais. Donc moi, chez IAD, je retrouvais ça. Je retrouvais cette indépendance. Je retrouvais des outils ultra performants, une vraie formation, parce que ça, c'était important aussi, hein, pour tous les mandataires qui commencent, d'être vraiment bien formés. Parce que chez IAD, on a quand même une des meilleures formations immobilières en France. Hein. Donc, il y avait le MLM. Le côté international, moi, qui tout de suite m'a branché, parce que j'ai passé quand même près de la moitié de ma vie en Espagne. Moi, je suis rentré en France à 30 ans. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu as vécu pas mal sur Barcelone. Ouais, moi, je suis rentré en France à 30 ans. Hein, avant, j'étais en Espagne, Barcelone, Alicante. Et du coup... J'ai fait pas mal de choses avant aussi. Des questions d'après, on va spoiler un petit peu, mais l'idée, c'est que ça t'intéresse aussi le développement à l'international. C'est pour ça que tu t'es intéressé à ça en Espagne. Là, j'étais encore, ce matin, j'étais encore à Sitges, à Barcelone. Voilà. Et j'y retourne ce soir. Donc, on n'est pas loin. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. On est en France, on n'est pas très loin. Mais effectivement, oui, moi, je vais en Espagne tous les mois. D'accord. Donc forcément, ce réseau était peut-être plus adapté pour toi, oui. Exactement. Et c'est ce qui a fait pencher la balance vers IAD. Tu me parles de développement. Est-ce que tu souhaites développer une équipe, même tu as commencé à développer une équipe? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai commencé à développer une équipe. Parce que peut-être on va l'expliquer, peut-être que IAD se forme sous la structure d'un parrain qui explique en fait à une personne le principe d'IAD, qui l'accompagne et qui le forme et qui l'accompagne tout au long de sa carrière en fait d'IAD. Et ensuite derrière, on peut développer une équipe et donc soi-même recruter des gens et devenir le parrain qui accompagne ces gens, etc. Exactement. C'est ce que tu es en train de faire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on parraine des filleuls qui sont des indépendants, même titre que moi. Hein, on est tous au même niveau. Mais voilà, moi, j'ai été accompagné par mon parrain qui m'a appris le métier, en plus des formations. Enfin, c'est de l'accompagnement. Et permettre à des futurs mandataires indépendants d'être autonomes le plus rapidement possible. C'est de la duplication. C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup cet accompagnement qui est très personnel. On crée des liens. Pour savoir si Pierre David est là, on a dormi ensemble. Alors attention. C'est vrai. Mais effectivement, dans des séminaires, ce genre de choses. Alors tous les groupes font ça. Tous les groupes, il y a des séminaires, etc. Et je trouve que ces partages qu'on peut vivre dans ces moments, on crée un lien avec son parrain et potentiellement avec d'autres personnes qui sont de la cross-line, ce qu'on appelle, qui sont pas des gens qui sont au-dessus ou en dessous de nous dans l'arbre iadien. C'est vraiment intéressant et on crée de vraies relations. Je trouve ça super aussi. Ah ouais. Et puis on vit aussi la réussite de ces filleuls. Moi, hier, j'ai une de mes filleuls qui a fait sa première vente, en tout cas qui a eu son premier accord. J'étais super content pour elle, mais même peut-être plus qu'elle, elle qui était peut-être encore dans le stress, dans l'inquiétude, est-ce que ça va le faire, toi, c'est de quoi les prochaines étapes. Moi, je les connais, les prochaines étapes. J'en ai fait des ventes, mais j'étais, je me rappelle de ma première vente et de ce sentiment de dire, putain, ça y est, la machine est en route. Et ben ça, c'est super. Et ça, c'est une satisfaction. Oui, c'est vrai. Parce que qui a pas de comparaison avec le fait de vendre une maison. Voilà. Accompagner quelqu'un dans l'humain. Et qui réussisse. Le marketing de réseau, j'aime bien dire que c'est le seul endroit où ton patron veut que tu réussisses mieux que toi. Alors là, c'est pas ton patron pour le coup, c'est celui qui t'accompagne. Mais c'est vrai que t'as plus envie que ton filleul réussisse que toi-même en fait. Et donc tu vas l'accompagner pour qu'il soit meilleur que toi. Et qu'il soit encore bien meilleur que moi. Bien meilleur que moi. Je disais encore ce matin à mon filleul, tu dois être largement meilleur que moi en fait. Mais il faut que tu sois meilleur. C'est ça, il faut que tu sois meilleur et je vais tout faire pour que tu le deviennes. Et c'est beau parce qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas d'arrière-pensée avec ça. Ça veut dire Mais pas du que tout. tu vas avoir, malheureusement, dans certaines entreprises, et pas partout, bien sûr, mais où ton patron va essayer de te limiter, forcément. L'ambition, c'est bien, mais pas tant que tu vas pas bouffer ma place. Là, ma place, elle est à prendre, mais prends avec plaisir, en fait. Je te l'offre. Et ça, ce système-là, je trouve ça juste incroyable. C'est vrai qu'il est très, très bien. Bah dans le fonctionnement d'IAD, si tu veux, on n'a pas de vitrine. Hein, donc, on a contrairement à des agences classiques. Contrairement à des agences classiques, donc on a une souplesse professionnelle qui est autrement plus efficace. On a beaucoup moins de frais. Hein, donc, on a une rentabilité quand même qui est plus importante. Hein, même si on a des honoraires moins élevés que la moyenne de ce qui se pratique. Donc, ça nous laisse quand même beaucoup plus de temps pour s'occuper de nos clients. Après, IAD, c'est vrai que c'est bien incrusté dans le... Maintenant, tout le monde connaît IAD. Tout le monde connaît IAD, ça n'a pas été forcément le cas au départ. Non, maintenant, c'est vrai que ça s'est mis dans le paysage français, c'est bien connu. Quoi. Ouais, c'est clairement. Il y a vraiment une vraie image de marque aujourd'hui. De professionnalisme. Oui, ça a mis du temps, mais maintenant, elle est là, l'image est ici. IAD a un côté humain qu'on retrouve plus, quand même, qu'on ne retrouve plus dans les agences traditionnelles. Nous, on retravaille l'humain et ça fait vraiment la différence. Et moi, je le vois au quotidien dans mon job. Les gens qui me disent « Mais vous êtes vachement dispo ». Je dis « Bah ouais, vachement dispo. Bah oui, mais c'est mon job. Vous êtes mes clients. Donc, évidemment qu'il faut être dispo. » Les gens l'avaient perdu dans l'IMO. Après, tu es ton propre patron. Ouais. C'est une entreprise que tu es en train de développer, parce qu'en étant mandataire, tu as ta propre entreprise. Chaque fois que tu recrutes du monde, tu fais grossir cette société, que tu auras la possibilité de garder, de léguer, de vendre plus tard. C'est ça. Hein, c'est mon fonds de commerce. Voilà, c'est ton fonds de commerce. Quoi. Ouais. Si je suis mauvais, mon entreprise n'avancera pas. Ça avancera pas. Alors, c'est aussi la difficulté qu'on pourrait avoir, contrairement à des agences classiques, peut-être, où tu es tout seul. Donc, tu es tout seul, tu es accompagné par ton parrain, bien sûr, etc. Mais malgré tout, quand même, le matin, tu te lèves, tu es tout seul. Il faut aller se battre, il faut aller au combat. Faut être patron. Hein. Et là, je pense que ça fait rêver. Aller bosser, hein. Et ça fait rêver beaucoup de monde, mais il y en a beaucoup qui se plantent aussi. C'est ça. Peut-être tout le monde n'a pas forcément les compétences, la niaque, l'envie, l'ambition, etc. pour aller décrocher ce petit sésame que tout le monde attend, que tu as trouvé. Si tu te lèves et tu n'as rien à faire, faut trouver. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même du turnover. Dans ces sociétés, il y a du turnover comme partout, mais oui, il y a du turnover parce que voilà, c'est des concepts qui font rêver. C'est ça. Mais il faut se donner les moyens. Il faut quand même être pas trop mauvais, quoi. Faut se donner. Non, mais ça tombe pas du ciel. Exactement. Ça tombe pas du ciel. Il faut se donner les moyens. C'est du boulot, c'est de l'investissement. C'est des inquiétudes aussi. Voilà, on est chef d'entreprise, quoi. C'est ça. Mais c'est bien de le rappeler. J'ai vu beaucoup de gens qui sont lancés, procrastination, on verra plus tard, la pêche de ferai demain, etc. Et puis finalement, voilà. Ça s'improvise pas. Alors par contre, si tu respectes les règles et t'es courageux, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Hein. Alors je voudrais savoir comment tu évalues l'évolution de ton marché. En fait, sur ton secteur. Toi, tu es sur Rennes. Ouais, moi, je suis sur Rennes et alentours. Hein. Oui. Le marché rennais, c'est un marché très dynamique, tendu. Hein. Oui. Donc, des prix forcément à la hausse, encore à la hausse. Ça monte encore Ouais, alors ça monte moins, mais voilà, ça baisse pas en tout cas. Ça baisse pas. À Rennes, hein. Si on va dans les périphéries, il y a certaines zones effectivement où on commence à avoir une certaine baisse. Hein. Mais le marché rennais est dynamique, il est tendu. Donc on se rend compte aujourd'hui que tous les gens qui peuvent pas se permettre d'acheter à Rennes se dirigent vers la périphérie, hein, où ils vont pouvoir trouver des produits, des maisons ou des appartements, mais surtout des maisons. Ouais. À des prix plus abordables, avec des caractéristiques qui leur correspondent mieux, donc des extérieurs, des volumes, etc. Puis on a aussi des taux d'intérêt là qui baissent, hein. Donc ça permet à ces gens-là quand même d'avoir un pouvoir d'achat. 3,50, même 3, voilà. Là aujourd'hui, ça augmente un petit peu le pouvoir d'achat, et puis on se rend compte qu'il y a des acquéreurs qui étaient sur le carreau il y a quelques mois qui reviennent plus motivés que jamais et qui sont de nouveau finançables. Bon, c'est bien au final que sur ta région, ça se développe. Ouais. Au niveau national,
c'est compliqué, c'est pas forcément le cas partout. Ils essayent de faire baisser un petit peu les taux d'intérêt pour relancer la dynamique, je vois les prêts à taux zéro, etc. Tout qui se relance. Au niveau national, qu'est-ce que tu en penses? Au niveau national, c'est un petit peu compliqué, hein. On sort d'une crise quand même, mais là on a des taux d'intérêt qui rebaissent, donc on voit aussi une stabilisation générale, sauf dans les zones ultra tendues, des prix, stabilisation des prix. Parce que 2023 a été compliqué. 2023 a été compliqué. A été compliqué, mais là ça va mieux. Là ça va mieux. Baisse des taux d'intérêt, donc toute une partie des acquéreurs qui étaient sur le carreau qui reviennent sur le marché, plus motivés que jamais. Donc ça c'est chouette. De toute façon, divorce, décès, déménagement. De toute façon, il y a forcément. C'est obligatoire. C'est incompressible. Il n'y a pas le choix. Et on a aussi des vendeurs qui commencent à comprendre et à être un peu plus réalistes vis-à-vis des prix de leurs biens aussi. Donc ça joue. Ça, c'est compliqué encore pour certains. Donc aujourd'hui, malgré tout, on arrive quand même à sortir notre épingle du jeu et à continuer à bosser. Et même à plutôt bien bosser. Puis après, ce système, c'est vrai que je t'en parlais là tout à l'heure, système, l'avantage de bosser avec le relationnel, de bosser avec son cercle proche et puis élargir ce cercle, à la fin, au final, je pense que tu en es là, mais tu n'as plus forcément besoin de prospection ni quoi que ce soit. On t'appelle, on te dit, tiens, Pierre, j'ai quelque chose pour toi. C'est exactement ça. Et d'où l'intérêt d'être irréprochable, en tout cas, essayer de l'être, parce que on est humain, on fait des erreurs comme les autres, mais depuis 2 ans, moi, ça y est, je me suis construit un réseau et je sors mon épingle du jeu, clairement, C'est nickel. Et ça tourne bien et je pense que mes clients sont satisfaits, en tout cas, je l'espère, je fais tout pour. Sinon, ça marcherait pas, en même temps, sinon ça s'arrêterait très vite. On a un métier où ça va très vite. C'est ça. En parlant des clients, justement, quelles sont les principales caractéristiques recherchées par les clients quand une personne va acheter une maison? Aujourd'hui, sur ton secteur, on parle de toi. Sur mon secteur, on a des clients qui sont de plus en plus exigeants aujourd'hui. Les nouveaux besoins de volume, d'extérieur. Donc là, on est clairement sur les conséquences du Covid. Des volumes, de l'extérieur, de la luminosité, un intérêt certain pour tout ce qui peut être connectivité, sécurité aujourd'hui. Ça, c'est important. Ça revient souvent. On le demande. La performance énergétique, on y revient, mais ça, c'est... C'est sur quoi j'allais rebondir, ça devient de plus en plus compliqué de vendre un bien. Je vois encore des PAP, là, j'en vois quelques-uns qui essayent de vendre de particulier à particulier. Et quand je vois la difficulté de vendre un bien avec les diagnostics, où ça devient de plus en plus, il faut être performant de plus en plus. On a les diagnostics assainissement, je ne sais pas si ta région, si vous faites. Tout à fait, nous, ça a été mis il n'y a pas longtemps sur notre région. C'est catastrophique. Du coup, tu sors des frais de 2 000 € supplémentaires. Je trouve que vendre un bien est beaucoup plus compliqué. Et il devient, ça demande une exigence et un professionnalisme de plus en plus important. Tout à fait. Aujourd'hui, l'aspect technique est super important. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, autant en tant que mandataire, mais en tant qu'acheteur, en tant que vendeur aussi, vraiment faire attention à tous ces points-là. Donc aujourd'hui, on a une clientèle qui veut espace extérieur privé, performance énergétique, volume luminosité, connectivité, sécurité, et des espaces dédiés au travail. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde maintenant qui travaille à domicile. Tout le temps. Je fais du télétravail, il me faut un bureau. Ou une 4e chambre. Est-ce que tu aurais une expérience particulièrement mémorable, quelque chose de difficile qui te revient de la part d'un client? Difficile? Même difficile, rigolo, parce qu'en fait, on rentre clairement dans l'intime des gens, dans leur maison, dans leur vie. Donc effectivement, il y a des choses qui sont pas simples, des divorces. Par exemple, des décès aussi, mais c'est triste. Mais divorce, c'est compliqué quand même. Les divorces, c'est compliqué à gérer. Donc, des fois, ça part en vrille. Des fois, t'es là, puis ils s'engueulent. Bon,
Ça fait partie du job. C'est ça, c'est ça. Ça fait et partie d'essayer du de job. faire comprendre qu'on n'est pas là pour défendre une Mais non, personne mais ou voilà, l'autre, non. qu'on est là simplement pour Mais en que les fait, deux nous, on puissent suit le vendre rythme. Ouais. On nous demande de faire un job. Mais c'est on pas le fait, forcément hein. évident, effectivement. Mais c'est pas évident. Vu que généralement, en hein, plus, tu sûr. es rentré grâce au monsieur ou grâce à madame, Et ouais, et des l'autre fois, voit d'un mauvais œil en se disant... Exactement, ouais, exactement. Donc ça, des c'est pas fois, ça facile. arrive. Des fois, ça Ouais. arrive d'avoir des blocages à ce niveau-là. Ouais, ça, c'est pas évident. Hein, donc bon, ça c'est pour les côtés un peu plus tristes. Hein. Oui. Bon, après il y a des choses rigolotes. Hein. Moi j'en vois assez. Parfois, Madame oublie son jouet au bord du lit. Voilà, c'est des petites choses. Voilà, j'étais il y a 2-3 mois chez un monsieur assez âgé hein, quand même, et qui me fait visiter sa maison pour une estimation. Et on rentre dans la cave. Et là, il y avait littéralement je dirais 300 DVD pour adultes. Partout. Et il me dit, très naturellement, il me dit, oh, tu sais, j'avais à l'époque un vidéoclub. C'est tout ce que j'ai gardé. Le collectionneur. Ça pourrait... C'est la collection de monsieur. Ça pourrait voilà, faire... Alors, ça pourrait faire l'objet d'une des vidéos, ça, le collectionneur. Le collectionneur, et donc... et non, voilà, tout ça pour dire que, oui, des anecdotes, il y en a. Il y a des choses tristes, il y a des choses rigolotes. Mais on rentre dans la vie des gens. On fait partie de leur vie pendant toute cette période de vente. On accompagne vraiment. On accompagne. Hein. Moi, j'ai eu un petit moment difficile là, sur un bien que je vends. Là, je suis dedans, hein, je suis en plein dans le jus. Ouais, du coup, t'as mieux que la vidéo sortira dans quelques mois, ça sera réglé. Sur un bien que j'ai mis à la vente. Le bien est parti à la première visite. 3 jours. J'ai même pas eu le temps de sortir la vidéo que le bien était vendu. Donc très content, bravo, c'était super. Et là, en passant chez le notaire, on se rend compte que rien n'était déclaré. C'est-à-dire que les garages n'étaient pas déclarés, la piscine n'était pas déclarée, le cabanon n'était pas déclaré, et que forcément, que les acheteurs demandent, et que là, on se retrouve dans une impasse. Est-ce que la vente va être annulée? Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va faire les déclarations? Tu vois, des choses qui peuvent parfois rendre une vente extrêmement simple. Tu dis, le travail il a été fait, j'étais hyper content, bien bossé. Et au final, se dire, est-ce que la vente va se faire finalement parce que ça n'avait pas été fait correctement. Tu vois, tout à fait. Et ça, c'est des choses qui peuvent être difficiles, qu'on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur. On se dit, purée, ils ont bien travaillé. Et puis au final, en fait, on a plein de problèmes derrière qu'on ne voit pas forcément. Voilà, une vente, ça peut être très simple. Bien sûr. Et ça peut être très compliqué, le côté administratif. Quoi. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait acheter un bien? Là, il y a une des personnes qui regarde la vidéo, qui est dans l'optique d'acheter une maison. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Déjà, de bien poser ses besoins et ses priorités. D'accord? Il y a des must-have, il y a des choses qui sont absolument indispensables, et d'autres qui sont plus, qui tiennent plus du confort ou de l'agréable. Donc, bien établir ses besoins, déjà. Bien réfléchir à son budget d'achat, mais pas oublier les à côté. Donc, parce que, voilà, c'est une chose, c'est l'achat, mais après, tu as des travaux éventuels, ou en tout cas... les notaires, les frais de dossier, les travaux... la cuisine, bon, voilà. Budget d'achat et budget à côté. Bien contrôler tous les aspects techniques d'une maison. Plomberie, électricité... Pour quelqu'un qui n'est pas un expert, justement. Voilà. Tu vois, moi, si demain, monsieur, madame, tout le monde va visiter l'appartement... pour quelqu'un qui n'est pas un expert, pas hésiter à se déplacer ou à refaire une contre-visite avec un expert, justement. Un professionnel, Aussi, de pouvoir se reposer sur l'agent immobilier. Parce que, voilà, nous, on a un devoir d'information, et puis c'est notre job, donc on ne sait pas tout, mais on est capable d'expliquer quand même très souvent. Donc, les aspects techniques à prendre en compte. Bien réfléchir à l'environnement dans lequel on achète, le quartier, et l'évolution de cet environnement, c'est-à-dire le quartier, comment il va évoluer dans les années à venir. Dans la mesure du la possible, ville, la mairie. Voilà, exactement. Est-ce que la maison que j'achète aujourd'hui, 200 000, elle vaudra toujours 200 000 dans 15 ans? C'est des choses à appréhender aussi. Ne pas hésiter à comparer. Multiplier les visites. Parce que c'est important de bien comparer les biens. Et la performance énergétique aussi, donc voilà, à prendre en compte. On en revient, on en parle tout le temps, mais parce que voilà, c'est un vrai sujet. Et bien réfléchir aussi, je dirais, en dernier point, à l'évolution de la maison. Est-ce que mes besoins d'aujourd'hui seront les mêmes besoins dans 15 ans?
Est-ce que cette maison que j'achète, ou cet appartement est évolutif? Si j'ai 20 ans, je prévois d'avoir un enfant, est-ce qu'il y a une chambre supplémentaire? S'il y a une chambre si je suis un peu plus âgé, est-ce que le rez-de-chaussée, s'il y a une chambre en bas? Voilà, tout ça, voilà. Les besoins et les priorités d'aujourd'hui seront-elles les mêmes dans 15 ans ou dans 20 ans? Sachant qu'ils ne resteront pas forcément 15-20 ans dans la maison, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, je pense qu'avec ces éléments-là... Déjà, c'est déjà blindé. Ouais, c'est déjà pas mal. J'avais une question. Quels sont pour toi les principaux défis auxquels tu es confronté au quotidien dans ton nouveau métier, dans ton métier de conseiller immobilier? Les principaux défis, c'est déjà c'est la concurrence. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup sur ton secteur? Ouais, on est quand même pas mal. Oui, on est pas mal. Beaucoup d'agences, un peu moins de mandataires. Mais voilà, la concurrence, elle est là et on la ressent au quotidien. Donc, il faut vraiment, pour tirer son épingle du jeu, faut vraiment être pas trop mauvais, quand même. Ouais, j'imagine, Ce qu'on disait, il faut en vouloir, Il faut en vouloir. Et justement, ça m'amène sur ma prochaine question. On en a parlé tout à l'heure, mais je voulais revenir un petit peu dessus. Le marché immobilier est plutôt tendu. Tu nous as dit que, sur ton secteur, ça allait plus ou moins, quand même. L'idée, c'est comment tu tires ton épingle du jeu. Tu nous l'as expliqué, mais j'aimerais qu'on revienne dessus, parce que je trouve que c'est hyper important. Je fais tout, ce que je disais tout à l'heure, je fais tout pour être irréprochable, réactif et ultra disponible. Créer une relation de confiance avec mes clients. Et un client satisfait, c'est un client qui va parler de toi. Bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je me suis efforcé depuis le début à être le plus pro possible. Et aujourd'hui, ça m'apporte parce que mes clients m'envoient des clients. Et donc, je travaille avec mon réseau. C'est ce que j'entends le plus souvent, la disponibilité. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, je dis à mes clients, mais ne vous couchez pas inquiet. Surtout, vous couchez pas inquiet. Si vous avez une question, il est 22h, c'est pas un problème. Vous m'appelez, vous m'envoyez un SMS. Je vais vous répondre. C'est mon boulot. Et moi, mon boulot, c'est que vous soyez serein dans la vente de votre maison ou dans l'achat de votre maison. C'est ça. On apporte la qualité de prestation. On fait toujours le mieux. On fait de l'artisanat, on fait du commerce, on rend un service. Oui, mais tu pourrais t'arrêter 2h midi, tu pourrais faire 8h midi, 2h, 5h, quoi. Oui, mais mon client, après, je suis pas sûr de tirer loin. Lui, il s'arrête pas, mon client. Donc moi, si t'appelles à 6h et que tu réponds pas, ça va être compliqué. Mais moi je réponds tout le temps. Et si je réponds pas, j'envoie un SMS pour dire que je rappelle. Mais je réponds tout le temps et pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, je pense, c'est très important et je pense que c'est une des clés de la réussite. La disponibilité, il y en a plusieurs, mais en tout cas vraiment la disponibilité pour moi c'est une des clés les plus importantes. Moi, quand j'ai vendu ma première maison, j'avais des agents immobiliers traditionnels qui venaient faire des visites. Je n'avais aucun retour. Ah oui. Zéro. Alors tout le monde ne fait peut-être pas ça. J'appelais et on ne me répondait pas. J'étais pas agent immobilier à l'époque. T'appelais et il répondait pas. J'appelais et il répondait pas. D'accord. Et ça me mettait dans une rogne pas possible. Ah bah oui, tu m'étonnes, oui. Et je me suis dit, depuis le début que je fais ce métier-là, je me dis, je ferai jamais ça. Ah oui, c'est sûr. Jamais ça, parce que tu prépares ta maison, tu cleans tout, c'est important pour toi. Oui. Et ne pas avoir de retour, même voilà, ça n'a pas plu. Après, je pense que ça vient plus de l'agent immobilier, parce que tous les agents doivent faire ce travail de faire un petit retour. Ça, c'est du service, c'est de la réactivité, c'est de la disponibilité, et c'est la base. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait peut-être que tu réussis maintenant. Fait la différence. C'est tout, hein. C'est tout, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais... Quelles sont les erreurs les plus courantes que font les vendeurs? On a vu pour les acheteurs, maintenant, que font les vendeurs pour un bien immobilier? Les erreurs les plus courantes, surestimer la valeur de son bien, déjà. Après, il y a le côté affectif, c'est difficile aussi. Il y a l'affect, il y a les heures passées à bosser dedans. Mais bon, on voit souvent une maison, elle a une valeur. J'ai payé 20 000 pour ma piscine, du coup, ma maison, elle vaut 20 000 € de plus. Ce genre de choses. J'ai mis une pergola à 10 000, elle vaut 10 000 € de plus, ma maison. Il y a des gens qui veulent pas de piscine, et d'autres qui veulent pas de pergola. C'est vrai. Donc, non, mais voilà. Mais les gens ont du mal à comprendre, c'est vrai. Les gens ont du mal à comprendre. Donc voilà, la première erreur, c'est de surestimer la valeur de son bien. Ça, c'est sûr. Après, ça fait partie aussi de tes missions. Voilà. Donc, et la seconde erreur, je dirais, c'est de mal choisir
son conseiller immobilier ou son mandataire immobilier, ou son agent. De mal le choisir, parce que choisir un mec qui n'est pas du coin, il peut très bien aussi se planter sur la vie de valeur de la maison. Et puis là, finalement, ça fait perdre du temps. Donc, bien choisir la personne avec qui vous allez travailler. Une autre erreur, c'est de négliger la présentation de sa maison. Quand on vend un bien, on vit tous dans notre maison, donc il y a plus ou moins de bazar, il y a plus ou moins de choses personnelles. Mais quand on fait visiter une maison, faut faire en sorte que tout soit clean. On laisse pas traîner les jouets, alors. On laisse pas traîner les jouets de effectivement, on laisse pas traîner les jouets. Mais que la maison soit le plus impersonnel, si vous voulez, possible, pour que l'acquéreur puisse se projeter plus facilement. Est-ce que tu demandes de faire du homestaging des fois, un mur à repeindre, ce genre de choses? Je le demande pas, je le recommande. Oui, bien sûr. Obliger les gens à faire quoi que ce soit. Non, c'est certain. Mais quand tu expliques aux gens qu'une maison clean, effectivement, un mur repeint, leur apportera forcément une plus-value. En tout cas, quand tu fais visiter une maison, un mur qui est destroy, l'acquéreur, lui, il fait moins 1000. Alors que ça coûte peut-être 50 balles à refaire. C'est ça. Tu vois, donc bien présenter sa maison et faire en sorte que ce soit le plus vendeur possible. On le voit souvent, négliger les présentations, des mauvaises odeurs, des choses qui peuvent être facilement effacées. Qui peuvent être facilement effacées. Donc nous c'est quand même parfois, et assez souvent, assez délicat de le dire. Oui. Mais ça fait partie du boulot. Faut le dire parce que toutes ces négligences coûtent de l'argent aux vendeurs. C'est ça. Il leur coûte potentiellement des acheteurs, carrément, directement. Ouais. Tout à fait. Négliger, quand tu vends une maison, négliger le positionnement sur Internet, les photos, les annonces de qualité. Ça, on s'en fiche, ils passent par le conseil immobilier. Ils passeront par toi. Mais donc, du coup, ça sera de qualité. Il y en a des ils passeront par toi, peu importe. Même s'ils écoutent et qu'ils sont à Lyon, ils passeront par toi. Ça a répondu à la question d'après, qui était quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut vendre sa propriété? Voilà. Donne-moi 5 conseils. Si demain je veux vendre ma maison, donne-moi 5 conseils pour bien vendre ma maison. Qu'est-ce que je dois faire? Te faire accompagner par un bon professionnel. Qu'on peut trouver, on peut comparer. Maintenant, on a largement la possibilité. Voilà. Surtout te faire accompagner, te faire conseiller. Avoir un prix réaliste et flexible. Donc se donner une marge de négociation. Ok ? Oui. Bien préparer sa maison, son appartement, son bien pour la vente. Ranger les éventuels jouets et tout ce qu'on peut retrouver. Pour que l'acquéreur puisse se projeter. Être transparent. Être honnête. C'est-à-dire ne rien cacher. Oui. Parce que de toute façon, tout ce que tu vas cacher, à un moment, ça va te revenir sur la tronche. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Être honnête. Et être réactif et disponible. Ça, c'est important. Que ce soit en PAP ou que ce soit avec un professionnel, être réactif pour les visites et disponible. Parce qu'il y a des gens qui peuvent visiter que le dimanche, d'autres que le midi. D'ailleurs, c'est souvent ça. Midi, soir. Le midi ou le soir, week-end. Alors, quand on te demande le soir et qu'à partir de 16h, il fait nuit. Là, tu vois, j'ai un appartement à faire visiter le soir. Il n'y a pas le courant. Voilà. Parce que la locataire est partie, ils ont coupé le courant. Donc on prend le portable à la lampe torche. Vous avez un magnifique appartement, très belle luminosité. Très lumineux, des beaux volumes. Voilà. Effectivement, c'est pas. Donc voilà tes 5 conseils, David. Comment tu vois l'avenir de l'immobilier dans les prochaines années, en général? L'immobilier, il sera toujours là, puisqu'on a toujours besoin de se loger. Oui. Mais on a un immobilier les besoins sont peut-être plus les mêmes. Voilà, qui évolue. Les besoins sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on voit que les gens recherchent recherchent du volume, recherchent des extérieurs en priorité. On a des modes de vie qui sont différents avec le télétravail. Donc, des attentes différentes du logement. Des logements beaucoup plus connectés, beaucoup plus propres aussi, d'où encore une fois les diagnostics, les performances énergétiques. On a quand même aujourd'hui de plus en plus de mal à se chauffer. Donc tout ça c'est l'immobilier de demain. On a aussi un immobilier qui devient de plus en plus digital.
Nous, voilà, on le sait, hein, nous, c'est notre façon de travailler, c'est purement digital. Hein, donc, on va vers des ventes plus rapides, plus souples aussi, hein, avec un immobilier qui va aller beaucoup plus vite. Et toi, maintenant, parce que bon, c'est ton interview, où tu te vois dans quelques années, quels sont tes objectifs et ta vision, en fait, en termes de professionnel pur? Bah, moi aujourd'hui, je prends mon pied, hein, je m'éclate dans ce que je fais, hein, donc j'ai envie de continuer à vivre ça pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai plus du tout l'intention de changer de job. De métier, ouais. Par contre, je vais le faire évoluer. Je veux quand même continuer ce que je fais, ce que j'aime, hein, c'est-à-dire vendre des maisons, ce qu'on appelle chez nous produire, hein, faire de la transaction. Mais je consacre doucement de plus en plus de temps au développement des équipes et à l'accompagnement de mes équipes en France, hein, et en Espagne, évidemment. Donc voilà, moi aujourd'hui je cherche à parrainer de plus en plus et à vous apporter l'opportunité aussi d'être heureux et d'être libre et de changer de vie et de vous faire plaisir dans votre job. Donc tu recrutes pas que sur ton secteur? Non. Tu recrutes partout? Non. Tu vois, je suis à 1000 km de la maison. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, je suis... voilà, ça me pose pas de problème de prendre un avion, de prendre ma bagnole, de faire de la route. Ça fait partie de ma vie, de mon job, de ma vie perso. Moi, je mélange tout, hein, donc... D'accord. Non. Non, c'est pas, ça peut être partout. Ok. Ça peut être partout. On voit un avenir. Et voilà, il y a moi, m'apporte cette opportunité de travailler partout. Un avenir où tu continueras à commercialiser des biens. Et un avenir où tu vas aller de plus en plus pour développer dans ton réseau, d'équipe. Développer l'accompagnement, donner plus de temps. En fait, l'avantage, c'est que tu peux avoir une flexibilité au niveau du temps. Exactement. Ok. Exactement. Pour l'aspect personnel, est-ce que tu veux qu'on profite des caméras pour passer une annonce ou pas? Passer une annonce, je sais pas. En tout cas, si ça vous a plu, appelez-moi. Du coup, on va conclure, parce que ça fait un petit moment qu'on y est, néanmoins. On va conclure cet échange. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose avant la fin? Simplement, est-ce que tu aimerais partager une information, quelque chose? En fait, on en a déjà beaucoup dit. Moi, aujourd'hui... j'espère que vous l'avez ressenti, mais moi j'adore parler de mon job, j'adore parler de mon histoire parce que c'est l'histoire de beaucoup de mandataires IAD, de mandataires en général ou d'indépendants en général, qui à un moment donné ont décidé de changer de vie et qui sont beaucoup plus heureux maintenant qu'avant. Et merci à tous ces groupes et à tous ces mecs et nanas qui ont bossé comme des malades pour aujourd'hui nous offrir ces opportunités-là. Parce qu'ils nous rendent plus heureux, quoi. Hein, et grâce à eux, on est épanoui. Hein, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, hein, IAD ou les autres groupes. Hein. Oui, ils ont créé. Après, c'est ton mérite. Tu mérites toi aussi. Donc voilà. D'accord. J'ai envie et j'adore en parler et j'adore accompagner mes filleuls et puis de les voir évoluer vers une vie meilleure. En tout cas, meilleure financièrement parlant, dans la plupart des cas, et puis personnellement parlant aussi, puisque la fameuse liberté. La fameuse liberté, la famille, le temps. Ok. D'accord. Et puis je te remercie de m'avoir accueilli, David. Avec plaisir. De m'avoir permis d'être le premier. D'être le premier à faire ces interviews. C'est vraiment une grande fierté d'être là. Il va y avoir beaucoup de professionnels qui passeront derrière toi. Ça fait un moment qu'on en discute tous les deux. Ça fait longtemps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est presque un an sans préparation. Et puis merci, franchement merci. Avec grand plaisir. Pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir. Et quand on s'est rencontrés il y a un an. Ça va faire bientôt un an. Ça fait un an qu'on en parle quasiment. Ça va faire
faire un an, et tout de suite j'ai dit bah, il me le faut, sachant que je vais prendre 1 ou 2 conseillers immobiliers mandataires, peu importe les secteurs, et chaque profession de l'immobilier, donc tu feras partie des élus, des rares. Et tout, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour les auditeurs, où c'est qu'ils pourraient te retrouver, te contacter, etc. Ils peuvent me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Google. On mettra les liens en description. Voilà, Pierre David, IAD, conseiller immobilier. Vous allez me retrouver. Et si vous me retrouvez pas, c'est que j'ai pas fait bien mon job c'est qu'il a de fermé. communication. C'est que tu as fermé boutique, il est parti. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ce format vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, toujours sur l'immobilier. À bientôt. Merci David. Ciao. Peut-être en tête déjà, toi, et involontairement, peut-être aussi. Un peu vers là aussi. Peut-être aussi, en tout cas, ça a bien compris. Et ça, tu peux le mettre dans le bêtisier. Ah putain, la merde, t'es le facteur. Jamais personne sonne. Jamais. On va en parler juste. Pas forcément. Non, mais on va en parler. Juste. Ouais, ça non. Pardon. Hop là. Pas dans la bouche, David. Ouais, j'essaye de me. Moi aussi, faut même mettre. J'essaye de pas être. Parce que moi, j'ai le dos tordu aussi. Moi, je me voue depuis tout à l'heure. Alors. Ah ouais. Après, ça fait naturel. Donc, ou qui, moi? Ah non,